Allez, oubliez tout de suite l'image des Outre-mer comme des simples territoires qu'il faudrait assister. Un récent rapport du Sénat nous propose de changer complètement notre regard. Et si leur avenir économique était en fait une chance, une opportunité immense pour toute la France? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, tout ce qu'on va se dire, ça ne sort pas de nulle part, évidemment. On s'appuie sur du solide. Le rapport d'information numéro 222 du Sénat, qui a été publié par la délégation sénatoriale aux Outre-mer. On va plonger dans les conclusions de cette rencontre au sommet. En fait, au cœur de tous les débats, il y a une question qui a tout changé. Est-ce qu'on continue de voir les Outre-mer à travers le prisme de leurs contraintes historiques, ou est-ce qu'on les considère enfin pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire de véritables laboratoires d'avenir, agiles et innovants? C'est ce changement de perspective radical qu'on va explorer. Pour bien comprendre cette révolution, il faut d'abord regarder d'où on part. Pendant des décennies, le discours a été dominé par une vision un peu pessimiste, qui se focalisait sur une liste de contraintes bien connues et qui a vraiment façonné toute l'approche économique des Outre-mer. Concrètement, c'était quoi, ces fameux freins? Eh bien, on parlait sans cesse de l'éloignement, bien sûr, de l'insularité qui isole et fragmente les marchés, de la petite taille de ces marchés qui empêche de faire des économies d'échelle. Et la conséquence de tout ça, c'était quoi? Une très forte dépendance aux aides de l'Hexagone, une sorte de système de compensation permanent. Mais voilà, l'objectif de ce colloque au Sénat, c'était justement de renverser la table, de proposer un récit complètement différent. Un récit qui, attention, ne nie pas les défis, mais qui choisit de mettre enfin la lumière sur les forces et les opportunités uniques de ces territoires. Et ce changement, ce n'est pas juste un détail, c'est une véritable révolution du langage. Regardez, le mot handicap est remplacé par atout. Vulnérabilité devient potentiel. On ne parle plus de compensation, mais de croissance. Et au lieu de contrainte, on parle d'agilité. Changer les mots, c'est vraiment changer l'état d'esprit et la vision de l'avenir. Cette volonté de changer de vocabulaire, elle est portée avec beaucoup de passion. Écoutez ce que dit Pierre-Yves Chicot, qui est professeur des universités, c'est très direct. Je ne supporte pas l'expression handicap structurel, elle est inadmissible. Pour lui, ce langage est terrible parce qu'il décourage les initiatives et les ambitions, surtout celles des plus jeunes. Bon, alors quels sont ces fameux atouts? L'un des plus spectaculaires a été rappelé par l'ancienne ministre Annick Girardin. Grâce à ses territoires d'outre-mer, la France possède le deuxième domaine maritime mondial. Oui, le deuxième au monde. C'est un trésor de biodiversité, de ressources, d'opportunités géostratégiques qui reste, selon elle, encore largement sous-exploité. Le sénateur Tevaro Fritsch, lui, va même encore plus loin. Pour lui, les Outre-mer sont de véritables laboratoires économiques. Et là, leur petite taille, qui était vue comme un frein, devient un avantage. Pourquoi? Parce qu'elle permet plus d'agilité pour tester des solutions innovantes, que ce soit dans la transition énergétique, l'économie de la mer ou le numérique. C'est bien beau d'avoir une nouvelle vision, mais concrètement, on fait comment? Comment on passe de l'idée à la réalité? Le colloque s'est bien sûr penché sur les outils et les stratégies à mettre en place pour que ce potentiel devienne de la vraie croissance. Et des outils concrets, il en existe. Prenez le PEDOM, par exemple, le prêt de développement outre-mer. Ce n'est pas un prêt comme les autres. Son taux est aidé par l'État et surtout, il est pensé sur mesure pour les petites entreprises locales, celles qui rament souvent pour obtenir des financements classiques. L'autre acteur clé, évidemment, c'est la banque publique BPI France. Elle intervient vraiment à chaque étape de la vie d'une entreprise. D'abord la création, on parle de près de 10 000 porteurs de projets qui vont être aidés rien qu'en 2024. Ensuite, le développement pour aider les boîtes à grandir. Et enfin, la transmission, un point essentiel pour garder les emplois et les savoir-faire sur place. Du coup, de quoi les entrepreneurs ont-ils vraiment besoin pour réussir? Les experts sont unanimes. Bien sûr, il faut un accès à des financements adaptés. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi de la stabilité, fiscale et réglementaire pour pouvoir prévoir l'avenir. Et à ça s'ajoute la formation des talents locaux, l'investissement dans l'innovation, on pense à l'intelligence artificielle, et bien sûr, des infrastructures de qualité. Allez, on aborde maintenant un sujet un peu plus technique, mais absolument crucial, la régulation. La question, c'est comment on fait pour que les règles de la concurrence, qui sont souvent pensées pour de très grands marchés comme l'Europe, ne deviennent pas un obstacle dans des économies plus petites, plus isolées. Et sur ce point, une idée très forte a été martelée par Joanne Paer, la présidente de l'Institut ISL. Elle dit « La régulation n'est pas un luxe technique, c'est un instrument de justice économique. En gros, son but premier, c'est de protéger le pouvoir d'achat des gens, de sécuriser les approvisionnements et de s'assurer que la compétition est juste pour tout le monde. » Et il faut imaginer l'intensité des discussions. On avait là des experts de l'autorité de la concurrence, de la Commission européenne,
tous réunis pour répondre à une question qui a l'air simple, mais qui est hyper complexe. Comment on adapte les règles du jeu à la réalité très spécifique des marchés ultramarins? Et pour bien mesurer l'importance de ces questions, tenez-vous bien, voilà un chiffre qui parle de lui-même. C'est Vivien Terrien de l'Autorité de la concurrence qui le rappelle. 10% de toute l'activité de l'autorité concerne spécifiquement les Outre-mer. 10%. C'est une part énorme qui montre à quel point ces marchés sont sous surveillance. S'il y a un message qui est revenu en boucle pendant tout le colloque, c'est bien celui-là. Les sénatrices Audrey Bélim et Solange Nady l'ont particulièrement souligné. L'erreur serait de vouloir plaquer des modèles pensés pour l'Hexagone. Non, le vrai enjeu, le point crucial, c'est d'adapter les outils, les lois, les règlements aux spécificités de chaque territoire. En conclusion, si on devait résumer le message principal de ce colloque, ce serait un appel. Un appel à l'audace. Construire un nouveau modèle économique pour les Outre-mer, ça demande du courage. Le courage de rompre avec les vieilles habitudes, de penser et d'oser faire les choses différemment. On termine donc sur la grande question que ce rapport laisse en suspens. Est-ce que le cadre actuel, qu'il soit juridique ou politique, est vraiment à la hauteur de cette ambition? Est-ce qu'il permet de libérer tout ce potentiel ou est-ce qu'il freine encore les initiatives? C'est tout le défi des années qui viennent. Voilà, c'est la fin de notre décryptage. Ici, chez Rapport en clair, notre mission, c'est exactement ça. Rendre ce type de document officiel accessible et compréhensible pour tout le monde. Si ce format vous plaît, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Merci beaucoup et à très bientôt.